Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Cameroun sera prêt le jour J pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2019. Paul Biya répond ainsi au président de la CAF. Le chef de l'État camerounais martèle son engagement à réussir ce pari en 2019, une détermination qui laisse entrevoir un enjeu politique d'une CAN prévue un an après une année électorale reléguée aux oubliettes. Vous le verrez dans ce journal, un président de la République plus préoccupé à célébrer les performances sportives et la fibre patriotique des athlètes pourtant négligés, abandonnés à eux-mêmes sans aucune infrastructure ni accompagnement adéquat, les démunis du système sportif national qui remettent au goût du jour à travers leurs performances les dysfonctionnements des politiques publiques destinées à la jeunesse. On en parle dans ce journal. Et à l'international, la situation politique instable de la République démocratique du Congo et les étincelles d'un chaos qui pourrait jaillir à tout moment dans ce pays qui a essuyé un coup d'État. On fait le point au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ils étaient à l'honneur au palais présidentiel, les lions, les athlètes indomptables des Jeux de la francophonie venus présenter au couple présidentiel les différentes médailles engrangées durant les compétitions internationales qu'ils ont pu bien sûr participer, et le président de la République qui a célébré cette performance et les fibres patriotiques des athlètes camerounais, les appelant à lui donner leur force pour qu'ils puissent eux aussi inspirer les Camerounais afin d'être une nation plus prospère. Compte rendu, Guy Zogo. C'est un classique, le Bidon Challenge, et le ministre des Sports l'a remis lors de la réception au Palais de l'Unité en l'honneur des athlètes camerounais médaillés des compétitions sportives. Sur leur petit nuage, les athlètes ont été récompensés par des médailles pour leurs exploits que Paul Biya a salués. Chers sportifs, chers athlètes, vous êtes le symbole vivant du Cameroun que nous aimons, du Cameroun que nous voulons, c'est-à-dire du Cameroun qui gagne. Magnifiant les vertus du sport, le chef de l'État a loué ses bénéfices pour un monde meilleur. Vous êtes en effet les bâtisseurs du temple virtuel d'un monde plus fraternel, celui-là même dont l'humanité, en ses débuts de millénaires, a le plus grand besoin. Oui, notre monde a un grand besoin de fraternité. Même notre beau pays, le Cameroun, a soif de fraternité. Je vous engage alors, chers amis sportifs, à me prêter votre appui robuste, votre appui musclé. Dans le registre incontournable de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 que le Cameroun va organiser, Paul Biya a annoncé que le Cameroun va relever ce défi. La CAN 2019, c'est déjà demain. Vous avez rendez-vous avec l'Afrique sportive, ici même au Cameroun, et le Cameroun sera prêt le jour J. En retour, les sportifs récompensés ont manifesté leur gratitude pour l'intérêt qui leur est porté. Ces messages ont contribué à renforcer notre engagement, à fortifier notre sens du patriotisme, à mettre en évidence notre fighting spirit, une force reconnue aux sportifs camerounais. Toutes choses qui nous ont permis de hisser haut le drapeau de notre pays. De quoi donner un air de mobilisation générale pour les échéances sportives à venir. Élément majeur de cette sortie du chef de l'État, le fait qu'il s'engage pour la CAN 2019 prévue au Cameroun. Duval Fongwa, bonsoir. Bonsoir Cédric Nfélé. Vous êtes du service politique d'Equinox Télévision. Avant de décrypter cette sortie du chef de l'État, je propose aux téléspectateurs de réécouter le président de la République qui affirme que le Cameroun sera prêt
le jour dit pour organiser la CAN 2019. Paul Biya répond ainsi au président de la CAF. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. L'aventure sportive se profile à l'horizon. D'autres conquêtes sportives vous attendent. La CAN 2019, c'est déjà demain. Vous avez un rendez-vous avec l'Afrique sportive, ici même au Cameroun. Et le Cameroun sera prêt. Et le Cameroun sera prêt le jour dit. J'entends. Le Cameroun sera prêt le jour dit pour l'organisation de la CAN 2019, selon le chef de l'État du Cameroun qui martèle son engagement à réussir ce pari. Duval Fongwa, comment faut-il comprendre cette sortie du président de la République? Eh bien, deux éléments pour comprendre cette déclaration du président de la République au Palais de l'Unité cet après-midi. D'abord, le contexte et ensuite le prétexte. Sur le contexte, il faut relever qu'il y a quelques jours, il y a eu un rapport très controversé d'Amnesty International qui relevait les exactions des Camerounais, ou si vous voulez, des militaires camerounais dans la lutte contre Boko Haram. Un rapport très controversé qui a obligé le ministre de la Communication à faire une sortie là-dessus. Et vous avez remarqué que l'opinion était divisée. Deuxième élément, les élections de 2018. Alors là encore, on a observé qu'il y avait une division dans l'opinion. Ceux qui estiment qu'il faut absolument modifier le code électoral avant une éventuelle élection. Encore qu'il y a une autre question qui se pose à côté. C'est la question de l'organisation justement de ces élections en 2018. Élections, y aura-t-il pas? On se pose la question. Et troisième élément, c'est la crise anglophone. Une crise anglophone qui n'est pas complètement résolue. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, le gouvernement a envoyé en mission à l'étranger un certain nombre de personnes pour aller expliquer aux chancelleries occidentales, et si vous voulez, aux étrangers, des bienfaits sur le bien fondé des mesures qui ont été prises par le Cameroun dans la résolution de cette crise. Et il y a heureusement, j'ai bien heureusement, la déclaration d'Ahmed Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, qui au Burkina Faso a indiqué que le Cameroun n'est pas prêt pour la CAN 2019 et a ajouté que même pour une CAN à 4, le Cameroun ne serait pas prêt. Et puis, hop, le président de la République, en parfait homme politique qu'il est, a sauté sur l'occasion. Beaucoup se demandent comment on en est arrivé à une cérémonie comme celle-là au Palais de l'Unité. Le président de la République a l'habitude de recevoir des footballeurs, dans une certaine mesure. On l'a vu avec la CAN féminine, on l'a vu avec les Lions. On se souvient également que pour les femmes qui avaient remporté la Coupe d'Afrique de basket, on attendait une cérémonie similaire, ça n'a pas été le cas. Et donc, on trouve des athlètes au Palais de l'Unité et en réalité, pour certains, ceux qui savent bien lire, le président de la République a trouvé là l'occasion de répondre à Ahmed Ahmad, le président de la Confédération africaine de football. Après cet engagement pris par le chef de l'État, quel est l'horizon sociopolitique qui se dessine dans les tout prochains mois, Duval Fongwa? Eh bien, pour les engagements, si vous voulez, si on peut appeler le programme politique, économique, social et culturel du gouvernement, dès demain, se résumera en 3 points. Premier point, organiser la CAN 2019 au Cameroun. Deuxième point, organiser la CAN 2019 au Cameroun. Troisième point, organiser la CAN 2019 au Cameroun. Donc, pour les 18 prochains mois, eh bien, le principal élément qui va motiver toute l'action gouvernementale risque d'être focalisé sur la question de l'organisation de ces CAN 2019. Merci Duval Fongwa. Je rappelle que vous êtes du service politique d'Equinox Télévision. Le chef de l'État, vous l'avez suivi, plus occupé à célébrer les performances sportives, mais aussi la fibre patriotique des athlètes camerounais, pourtant négligés, abandonnés à eux-mêmes, sans aucune infrastructure, ni un accompagnement adéquat, les démunis du système sportif national qui remettent au goût du jour l'épineuse question relative aux politiques publiques destinées à encadrer le talent de la jeunesse. Des précisions avec Emos Fongo et Hervé Kemnier. Si les prouesses des athlètes des sports mineurs au récent de la francophonie 2017 à Abidjan parlent en leur faveur, ces athlètes honorés aujourd'hui ne sont pas les mieux lotis du système sportif national. Marginalisés, ignorés par les pouvoirs publics, ils sont parents très pauvres du système. Ces athlètes sont victimes d'une politique bancale de leurs fédérations respectives qui ouvre la voie au laxisme de la tutelle qu'est le ministère des Sports et de l'Éducation physique.
Compétition nationale au rabais, les athlètes clochardisés qui, animés par la passion pour leur discipline sportive, s'entraînent dans des conditions précaires. L'absence des athlètes dans les rendez-vous sur le continent ou ailleurs, faute de budget réservé au déplacement des délégations des sports mineurs. L'amateurisme des fédérations de ces sports mineurs, une kyrielle de manquements qui plombe la carrière de ces athlètes engagés dans les sports mineurs. Ces athlètes défavorisés n'échappent pas à l'extrême pauvreté, tant les gains sont minables, très loin des chiffres ronflants du sport roi, le football. Malgré ce traitement à la petite semelle, les athlètes des sports mineurs ne rendent pas le tablier. La lutteuse Emilienne Tchako et Sombe, les athlètes Orion Dogmon, Joël Sandrine Boumi, Marie-Gisèle Elémé Assé, Aimé Atchouk le médaillé au javelot handisport, tête de gondole des lauréats d'Abidjan 2017, peuvent-ils faire sortir de l'anonymat les sports mineurs, mieux valorisés et rémunérés, à la hauteur de leur performance? Seul l'avenir nous le dira. Toujours en sport, concernant les jeunes talents camerounais, vous allez le voir, les sélections nationales de football ne font plus rêver les jeunes talents camerounais. Le capitaine des Lions A-Prime a déserté le camp d'entraînement pour aller effectuer des tests d'entraînement et des tests de sélection pour des clubs européens. C'est un coup dur pour Rigobertson, sélectionneur des Lions A-Prime. Néanmoins, il garde encore quelques coups de poker à quelques jours du match contre Sao Tomé et Principe. Emos Fwanga et Donald Anouzwa. Les médias conviés à la conférence de presse donnée par l'encadrement technique des Lions A-Prime vont d'entrée de jeu interroger l'entraîneur Rigobertson sur ses défections en cascade enregistrées à quelques jours de la rencontre qui opposera le Cameroun à Sao Tomé et Principe. Sur le cas Aaron Bimbe, jusqu'à date capitaine de la sélection A-Prime, parti chercher fortune ailleurs, le sélectionneur s'explique. Qu'on a échangé normalement, il a été vraiment très professionnel et on s'est entendu. Et c'est vrai que sur le plan de notre stratégie, il nous met en difficulté parce que à la base, c'est avec lui qu'on comptait tenir quelque chose. Aaron Bimbe, qui perd de facto son brassard de capitaine au profit de Junior Awano, est aussi remplacé par le défenseur central Abouem Maya de l'UMS de Lund. Pour le sélectionneur national des A', la sérénité doit rester de mise. Aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'on ne doute plus. Vous savez vous-même que les joueurs qui sont là pour le moment sont des joueurs que vous avez vus vous-même s'exprimer sur le terrain. Donc, le classement même, les 11 entrants, je pense que vous-même vous pouvez les trouver. Rigobertson, qui s'est réservé de communiquer ses plans de jeu et son 11 entrants à la presse, fait tout de même savoir que l'adversaire de samedi prochain est prenable. On va dans une situation où nous, on connaît leurs faiblesses, on sait que c'est une équipe qui est prenable. Le match qu'on a vu, c'était contre Madagascar. Ils ont perdu 3-2. Mais ils ont quand même marqué 2 buts. Donc ça veut dire que c'est quand même une équipe qui peut créer des situations. Le staff technique des Lions A' et son effectif de 20 joueurs qui quittent ainsi Douala affronteront le 20 août prochain en match aller du premier tour éliminatoire du CHAN Kenya 2018 la sélection A' de Sao Tomé et Principe. Toujours dans ce chapitre, le Cameroun gagne une place au classement FIFA du mois d'août 2017 et se positionne désormais à la 35e place et au 5e rang africain. Le Nigeria, prochain adversaire du Cameroun pour les éliminatoires du mondial Russie 2018, a aussi gagné une place et est classé 38e. L'Égypte a perdu une place mais reste leader en Afrique selon le classement FIFA. Parlons à présent de ces explosifs découverts à Bangui, mais aussi ces présumés terroristes interpellés par les pouvoirs publics. Cette affaire sème le doute dans l'esprit de la classe politique. Elle émet quelques réserves sur la sortie du porte-parole du gouvernement, mais néanmoins condamne toute forme de violence et de radicalisation des mouvements au sein de cette crise anglophone. Reportage Sylvestre Hippolyte Zangao.
Des explosifs dissimulés dans un domicile à Bangui, dans la région du Nord-Ouest. L'œuvre est celle d'extrémistes se réclamant de la République d'Ambazonie, que ces derniers veulent imposer dans la partie anglophone du Cameroun. Cette certitude du gouvernement camerounais, exprimée par son porte-parole Issa Tiroma Bakari, retient l'attention des leaders d'opinion. Joshua aussi, et bien d'autres, condamnent toute forme de violence. Je pense qu'avant toute chose, il faut le dire clairement, le SDF condamne toute forme de violence. Nous n'allons pas régler les problèmes de ce pays par la violence, que ce soit la violence des forces de l'ordre envers des Camerounais qui manifestent paisiblement parce qu'ils ont une opinion autre que celle du gouvernement, ou que ce soit l'inverse, ces armes trouvées. C'est une affaire très grave. Les gens doivent comprendre que la guerre ne peut jamais régler une situation. La guerre ne fait que, n'est-ce pas, envenimer, créer des ennemis entre les peuples pour rien. Or, c'est des choses qu'on peut discuter et négocier si vous voulez aussi le faire de façon pacifique. On ne peut jamais être pour la violence dans n'importe quel pays que ce soit. Nous connaissons les conséquences des violences. Cependant, pour ces leaders d'opinion, le mode opératoire pour mettre la main sur les présumés terroristes et leurs explosifs prête à confusion. Nous ne savons pas si c'est les forces, les services secrets qui ont posé ces armes-là pour pouvoir monter d'un cran la riposte des forces de l'ordre. Nous ne savons pas si ce sont des bandits de grand chemin qui ont ces armes, qui voulaient peut-être braquer une banque ou autre chose. Nous savons encore moins si ce sont des armes qui sont destinées à commettre des actes terroristes pour une cause politique. Et donc, puisqu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, on a un devoir de réserve pour ne pas le commenter. Je ne comprends pas quand même comment est-ce qu'on peut parler d'explosifs et des armes et on trouve des hommes en tenue en train d'aller avec des bras complètement vides pour pouvoir aller ramasser des explosifs. Et je pense qu'il y a des forces spécialisées. L'endroit même que ces explosifs-là ont été retrouvés n'ont pas été quand même encerclés pour essayer d'empêcher à la population de s'approcher. Rappelons que la crise dite anglophone, qui dure depuis plusieurs mois, est au centre d'une divergence d'opinion entre le gouvernement camerounais et plusieurs leaders anglophones. Au-delà de cette question de confusion, cette affaire des explosifs découverts à Bangui suscite des inquiétudes sur les risques de radicalisation des différents acteurs impliqués dans la crise anglophone, laquelle perdure depuis près de 10 mois à présent. Je vous propose de suivre l'analyse de Guy Zogo. Devant les déclarations du ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, on est a priori saisi de stupeur et de tremblement, pour reprendre l'expression de l'écrivain Amélie Nothomb. Il pointe alors l'interrogation de savoir si les méthodes de Boko Haram ne sont-elles pas en train de gagner dangereusement la partie anglophone du pays, ce qui pourrait induire une aggravation et la multiplication des foyers conflictogènes sur le territoire national. Mais quelques précautions ne sont pas à exclure dans ce développement supplémentaire dans la crise anglophone. Le gouvernement a-t-il opté pour la formule choc qui consiste souvent à dire, toute proportion gardée ici, qu'il faut terroriser le terrorisme? Nul ne le sait. Néanmoins, la question se pose au moment où quelques faits survenus ces dernières heures n'indiquent pas qu'on est sur le chemin de la désescalade. D'abord, l'annonce d'un appel à nouveau pour les villes mortes dans la partie anglophone ne préfigure rien de bon pour la rentrée scolaire à venir. Ensuite, les délégations camerounaises envoyées à l'étranger pour tenter de désamorcer la crise anglophone essuient une déculottée sur le terrain. Ces signaux peu avantageux pour le gouvernement peuvent inciter à durcir le ton en prévision d'actions vigoureuses qui pourraient intervenir incessamment. Ces risques élevés de radicalisation de la crise anglophone, l'implication des jeunes dans le processus électoral et ce calendrier flou des élections prévues initialement en 2018, on prolonge le débat en deuxième partie de ce journal avec Serge Espoir Matomba, président national du PURS. Il est l'invité de la deuxième partie de ce journal. Mais avant, le calvaire qu'a vécu des populations à Yabassi dans le département du Nkam, elles viennent de sortir de 3 mois d'obscurité. Pas d'électricité durant près de 3 mois, la vie tournait au ralenti, les activités économiques quasi inexistantes, le chiffre d'affaires qui a chuté et difficile quotidien
pour les jeunes qui se livrent à la débauche du côté de Yabassi. Des précisions avec nos reporters Flavien Dongo et Innocent Abega, de retour du chef-lieu du département du Nkam. La ville de Yabassi dispose des installations électriques, mais sans énergie. Ça fait pratiquement 3 mois qu'il n'y a pas de lumière. Nous sommes là, les appareils se regardent dans les maisons, on ne comprend pas, on ne sait pas de là où nous vivons. Vous voyez, nous sommes là, on a fait la marche l'autre dernièrement, vous avez vu. C'est encore le Cameroun, ça, et vraiment pitié de nous, et pitié des Camerounais. Le chef-lieu du département du Nkam, Sévry du Précieux Sésame, depuis des mois, a plongé les habitants sous le régime de la pauvreté. Regardez, vraiment, ayez pitié de nous. Ayez vraiment pitié de nous, nous souffrons. Les congélateurs, la lumière, ça se gâte. Nous n'avons pas d'énergie. Vraiment, même si nous avons fait partie, regardez, ajouter un congélateur, tout est pourri. Un capital comme ça, je n'en ai pas. Demain, mes enfants iront voler. Avec quoi ils iront tirer à l'école? Les commerçants qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser ruminent la colère. Chez nous, quand il n'y a pas la lumière, il n'y a ni de pétrole, ni l'eau, ni de carburant, ni rien. On souverain, on vit dans l'enfer chez nous à Yabassi. Dans les ventes à emporter, des lampes rechargeables à l'aide de l'énergie solaire font le bonheur de ces derniers dès la nuit tombée. Chez les plus nantis, ils sont obligés de faire recours aux groupes électrogènes malgré les risques que cela comporte. On a nos petits groupes pour avoir un peu de lumière dans la soirée, on allume le groupe électrogène, mais ça ne fonctionne pas parce que la station même qui nous livre le carburant fonctionne à travers l'énergie. Les activités sont au ralenti. Le centre commercial dégage une image de ville morte. Dans les services publics, l'ambiance est morose. Les autorités administratives redoutent une énième manifestation de la population à l'image de celle de lundi dernier suite à la coupure prolongée de l'énergie électrique à Yabassi. Eneo s'est donc battu pour réagir, mais la réaction n'a pas été immédiate. Et vous voyez donc en cette période de vacances où les familles reçoivent les enfants, la jeunesse, les jeunesses a donc manifesté, je peux dire, le ras-le-bol. Dans cette ville, l'absence de l'énergie électrique a transformé la localité en un désert, c'est-à-dire sans eau potable, exposant les uns les autres aux maladies hydriques. Nous souffrons sérieusement. Une fois moi j'ai des problèmes des amis, je ne bois pas n'importe quelle eau. Quoique traversé par l'un des plus grands cours d'eau de la région, Yabassi, l'un des greniers agricoles du département du Nkam et manifestement de la région et ses environs, est malade de son sous-développement. Dans le reste de l'actualité, la prolifération des églises dites de réveil, la fermeture tardive des débits de boissons sont dans le collimateur du gouverneur du centre. Paul Nasseri Beya était en visite dans le 6e arrondissement de la capitale. Il a tiré à boulet rouge sur les autorités traditionnelles impliquées dans les litiges fonciers et les terres bradées dans le 6e arrondissement de Yaoundé. Reportage Joël Essengue et Marcelin Gansop. À l'époque, comme étudiant, c'est en père de famille que Nasseri Paul Beya s'est adressé aux populations de Yaoundé 6, convaincu que l'on peut encore freiner l'expansion de certains maux et fléaux qui ternissent l'image de cet arrondissement. Au rang de ceux-ci figurent les nuisances sonores. Elles sont le fait des débits de boissons et des églises dites de réveil qui piétinent impunément la réglementation en vigueur. C'est-à-dire que vous louez même votre maison à quelqu'un, vous voyagez, vous rentrez, vous trouvez que c'est déjà une église, avec même des baffes dehors. Nous demandons, comme Dieu lui-même a recommandé, qu'on peut prier, même dans son cœur, même à l'intérieur de sa chambre. Mais quand il veut prier pour que tout le monde les voit, c'est la sorcellerie déjà. Les bars ont des heures d'ouverture et de fermeture. S'il y a une nécessité de dépasser l'heure de fermeture à cause d'une cérémonie, il faut demander l'autorisation. Mais on connaît les bars ici qui passent tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est que quand il y a coupé même les bougies qui continuent. Nous allons demander aux autorités administratives de fermer ces bars. Le gouverneur de la région du centre s'est aussi attaqué à la braderie des terres. Le doigt accusateur est pointé en direction des chefs traditionnels qui nourrissent la plupart des conflits fonciers enregistrés dans l'arrondissement. Parce que tous les terres sont finis et donc
Les gens sont déjà sur les collines de Mandongla. Ils sont en train d'acheter et les 50 hectares et les 200 hectares. Et maintenant, les enfants vont construire. Ils vont trouver ces terrains encore. Donc vous poussez les enfants à voler. Vendre un terrain pour aller à Paris, et revenir, on gagne quoi? Vendre un terrain pour acheter une voiture. On marche dans la voiture, on attend de moins de carburant, tout ce truc-là. Je parle de ça surtout les chefs, hein, pour montrer qu'on est un grand chef. Il faut faire la clé de la voiture. Hein? À ses pères, tu fais les clés de la voiture comme ça. Donc, les chefs sont des gardiens des terres, pas des vendeurs. Pour le gouverneur de la région du centre, il n'est pas question que l'arrondissement de Yaoundé 6, qu'il connaît bien, continue à alimenter la rubrique des faits divers. Aussi a-t-il prescrit au sous-préfet et à l'exécutif communal de prendre les mesures qui s'imposent afin que force revienne à la loi. Qu'il s'agisse du transport, du commerce ou de l'exercice d'une quelconque activité économique, il existe des textes réglementaires et il faut les respecter. C'est une désillusion totale pour des jeunes entrepreneurs. L'horizon s'assombrit autour de ce plan spécial jeune annoncé en 2016. Cette bouffée d'oxygène financière n'a pas toujours été insufflée dans le moteur de créativité entrepreneuriale. Des jeunes désespérés déplorent l'abandon des pouvoirs publics, un cri de détresse exprimé au Salon international de la jeunesse. Reportage Ike Cyril. À l'esplanade du musée national à Yaoundé, de jeunes Camerounais exposent leur savoir-faire. Aujourd'hui, nous présentons le charbon écologique, nous présentons des fertilisants liquides, des fertilisants solides, nous présentons les biodigesteurs. Le charbon écologique est un charbon issu de la transformation des résidus. On collecte ce type de résidus et on les transforme sans apport en produits chimiques. L'avantage donc de ce charbon écologique comparativement au charbon conventionnel est que ce charbon brûle 10 fois plus que le charbon conventionnel pour un temps de cuisson non-stop de 3h30 minutes. Plus concrètement, si la maman au village utilise ce charbon pour faire peut-être le poisson braisé et autres, la couche noirâtre qu'on retrouve souvent sur le poisson braisé que l'on fait à l'aide du charbon conventionnel, on ne va plus retrouver cette couche parce que la quantité de carbone émis est très faible par rapport à celui du charbon conventionnel. L'exposition rentre dans le cadre de la 3e édition du Salon international de la jeunesse. Selon le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, l'événement se veut un espace d'échange et d'implémentation du plan triennal spécial jeune. Le Salon international de la jeunesse apparaît comme une vitrine visant à créer un cadre de rencontre, d'information, d'échange et de partenariat sur les opportunités gouvernementales et non gouvernementales en faveur de ceux-ci. L'inscription massive des jeunes à l'Observatoire national de la jeunesse afin que ces derniers puissent bénéficier du plan triennal spécial jeune qui va bientôt entrer dans sa vitesse de croisière. Des jeunes bourrés de talent, mais des jeunes encore abandonnés à eux-mêmes. Contrairement au discours, la réalité sur le terrain est tout autre. La jeunesse camerounaise attend un meilleur accompagnement des pouvoirs publics. Il faut un réel appui financier, matériel et même technique pour organiser. Nous pouvons avoir des initiatives, mais nous n'avons pas la science nécessaire et les finances nécessaires pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc nous implorons que le gouvernement mette la main. Le Salon international de la jeunesse, édition 2017, porte véritablement son nom. Des pays voisins et amis ont honoré la cérémonie d'ouverture, elle-même marquée par la coupure du ruban et la photo de famille. Et cette jeunesse camerounaise qui s'implique très peu dans la vie politique, pourtant elle représente près de 70% de la population camerounaise, à un an des élections présidentielles, législatives, municipales et sénatoriales. La raison pour laquelle les jeunes s'engagent moins dans la politique reste jusqu'ici un mystère et la société civile tente de les encourager à davantage décider de leur propre avenir. Des précisions dans ce reportage signé Kate Diarra. Salle comble à la maison de l'enfance joyeuse à Bonondjo. Des jeunes venant de divers arrondissements de Douala ont répondu présents
à l'invitation de l'organisation non gouvernementale Un Monde à Venir, qui en prélude à la Journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août prochain, les a conviés pour quelques heures d'échange. Dans un contexte où le regard est de plus en plus porté vers les jeunes comme étant l'espoir d'un Cameroun nouveau, d'un futur Cameroun meilleur, il me semble intéressant que les jeunes se mobilisent davantage à voir comment est-ce qu'ils impactent la construction de la démocratie. Au cours de ces moments d'intense discussion, fortement axés sur l'implication de la jeunesse dans la construction de la démocratie, les intervenants ont pu échanger avec ces jeunes sur la force qu'ils représentent pour la société camerounaise, avec en toile de fond une motivation. Les jeunes ne sont pas programmés pour échouer. Nous devons aller de l'avant, nous pouvons le valoriser. Penser que nos parents ont échoué, mais nous ne pouvons pas échouer. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Donc le jeune aujourd'hui doit faire en sorte qu'il soit un modèle pour sa patrie. Un état de choses qui ne les a pas empêchés de revenir sur les points essentiels du développement au Cameroun. Points qui, selon ces jeunes, sont foulés du pied par de nombreux hommes politiques. Le problème fondamental, c'est l'éducation à la citoyenneté. Alors les jeunes aujourd'hui grandissent dans un système éducatif où ils ne connaissent même pas leurs droits. Et l'autre chose, c'est que les populations se sentent frustrées parce que les politiques aujourd'hui ne consultent pas vraiment les populations à la base pour prendre les décisions. Au total, ce sont 5 arrondissements de la ville qui ont été représentés par quelques leaders d'associations qui auront à leur tour la lourde responsabilité de sensibiliser leurs membres. Donc nous organisons régulièrement des réunions. Donc, au sein des réunions, nous allons transmettre les connaissances que nous avons acquises aujourd'hui. Du côté de l'ONG Un Monde à Venir, le sentiment de devoir accompli, dû à la forte participation de la jeunesse, est présent. Je me réjouis de ce que les jeunes aient répondu, pour une fois nombreux, à venir débattre autour d'un sujet que j'estime être important. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de discuter sur l'implication des jeunes dans la construction de la démocratie. En plus de la rencontre de la salle de l'enfance joyeuse, de nombreuses autres activités sont prévues, à l'instar du conseil municipal jeune de Douala-Premier et de la sensibilisation tous azimuts de la jeunesse sur la nécessité de s'impliquer dans les processus démocratiques. Une escale internationale avant la deuxième partie de ce journal, ce calme précaire qui règne à Kinshasa. Après un coup d'État manqué et plusieurs jours d'affrontements armés, la situation sociopolitique est instable et les étincelles d'un chaos peuvent jaillir à tout moment et embraser la République démocratique du Congo. Mais le gouvernement rassure sur l'arrestation des présumés auteurs de ce coup d'État manqué. L'opposition, quant à elle, reste déterminée à faire plier Joseph Kabila, arrivé en fin de mandat depuis l'année dernière, et appelé à organiser des élections présidentielles avant la fin de l'année 2017. Dans une poussière de secondes, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau Serge Espoir Matomba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président national du parti politique Le PURS. Le premier secrétaire. Le premier secrétaire. Merci pour la précision. Alors, le chef de l'État, vous l'avez suivi tout à l'heure, il a pris l'engagement d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations édition 2019, de réussir le pari de l'organisation de cette compétition. Comment vous appréciez cette réponse du président de la République aux propos du président de la CAF? Pour ma part, je dirais que c'est une réponse qui donne des arguments à ceux-là qui, d'une façon ou d'une autre, veulent bien se moquer du Cameroun, de dire voilà, le chef de l'État lui-même, le chef d'État camerounais prend lui-même des engagements. Je ne sais... Ces engagements, sur quoi ils les font, ça c'est une des choses. Je voudrais aussi que nous organisons cette CAN. C'est tout mon souhait. Et je pense que c'est le souhait de tous les Camerounais. Sauf que, lorsque nous regardons aujourd'hui ce qui se passe au niveau national, nous nous posons bien des questions. Est-ce que les routes seront fabriquées en 3D et posées pour que la circulation soit fluide en ce moment-là? Est-ce que les hôpitaux seront fabriqués aussi en 3D? Est-ce que les stades même seront fabriqués en 3D? Non, nous voulons bien. Le Cameroun est une grande nation de football depuis les années 70.
Ce n'est pas en 2017 que le Cameroun s'est lancé dans une compétition pour l'organisation de la CAN. Non, depuis 2014, nous savons que nous avons une CAN à organiser. Alors, il est triste de constater que tous les problèmes du Cameroun doivent se résoudre ou sont en train de se résoudre en plan d'urgence. Nous sommes toujours en train de courir, nous sommes toujours en train de boucher des trous parce qu'il nous manque une véritable vision et prévision dans cette nation. Matomba, le gouvernement estime que le temps qui reste encore environ 18 mois, le Cameroun peut organiser et a le temps nécessaire pour réaliser les infrastructures adéquates qui doivent abriter cette compétition. Mon souhait est celui de voir la CAN se réaliser au Cameroun. Il ne faut pas croire que je ne voudrais pas que cet événement sportif se réalise au Cameroun. Non, non, je voudrais bien. Mais je déplore le fait que nous soyons toujours en train de courir, en train de boucher les trous. Et pourtant, ce n'est pas aujourd'hui qu'on nous a confié l'organisation de la CAN. C'est quand même depuis 2014. Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à présent ? Qu'est-ce que nous avons fait? On parle là d'un pays où les citoyens, on parlait tout à l'heure, je suivais dans votre journal, la situation de Yabassi. Vous voyez, on parle d'un pays où des gens n'ont pas d'eau. On parle d'un pays où les gens n'ont pas d'électricité. Et vous allez voir que lorsqu'il s'agira, par exemple, de manifester contre cet approvisionnement d'eau qui manque, plusieurs Camerounais ne seront pas présents. Mais lorsqu'il faudra manifester pour une organisation d'un événement sportif comme la CAN, des gens vont brandir la fibre patriotique en disant il y a un complot organisé contre le Cameroun. Il ne s'agit pas de ça. Depuis des années 70, depuis 72, nous savons, nous sommes une grande nation de football. Combien de stades avons-nous? Quelles sont les infrastructures sportives que nous avons? Et ça nous ramène à une question. Quelle est la politique sportive de nos dirigeants? Mais justement, il y a des stades qui sont annoncés. Il y a un stade à Olembe qui va porter le nom du chef de l'État et qui est en cours de construction. On a parlé des préfabriqués qui doivent être réalisés du côté de l'Italie. Il y a un stade également prévu à Japoma, dans le 3e arrondissement de Douala. Est-ce que ces infrastructures ne vont pas répondre justement à ce souci que vous posez, celui de doter le Cameroun des infrastructures adéquates pour être une grande nation de football? Pensez-vous qu'une nation qui soit, depuis des années 70, une grande nation, soit aujourd'hui en train de poser des stades préfabriqués dans la République? C'est un problème. C'est justement ce problème dont nous parlons, ce manque de vision, ce manque de prévision. Mais nous disons aujourd'hui, nous avons passé du temps à faire des propositions, nous avons passé du temps à porter de la critique, constructive d'ailleurs, mais aujourd'hui l'heure n'est plus à la critique. Ce que nous faisons, nous disons désormais, voici ce que nous allons faire, parce que continuer à voir le Cameroun répondre, parce que des uns et des autres disent ceci, c'est un problème. Nous devons répondre par l'action. Nous devons répondre en action. Nous devons répondre avec ce que nous avons. Ça devrait être une évidence que les gens constatent et voient que le Cameroun est prêt. Ce ne sont pas des discours qui doivent rassurer les gens, mais les faits. Justement, Serge Espoir Matomba, le chef de l'État, a pris l'engagement d'organiser la CAN en 2019, mais il n'a fait mention ni de l'année 2018, une année importante et cruciale dans la vie politique du Cameroun, avec 4 élections attendues. Alors, comment est-ce que vous appréciez cette attitude du président de la République? Écoutez, ce qui est déplorable, c'est le fait que le calendrier électoral appartienne justement au chef de l'État. Mais tous les Camerounais savent qu'en 2018, nous avons 4 élections. Donc maintenant, la cérémonie qu'il a organisée en hommage des athlètes, en honneur, autant pour moi, des athlètes, c'est certainement dans ce cadre qu'il parle de la CAN. Donc je veux bien croire que le chef de l'État n'a pas oublié qu'on nous amorçons une année électorale qui commencera probablement à partir de janvier 2018. Je veux bien croire en cela. Est-ce que le Cameroun aura les moyens, avec cette crise sécuritaire à l'extrême nord, la crise anglophone, avec le FMI qui est désormais dans les caisses de l'État pour suivre les finances, et cette CAN qui est annoncée, est-ce qu'on aura le moyen de tenir tous ces engagements, à la fois politiques, à la fois sur le plan social, le plan économique? Écoutez, si nous avons des moyens d'organiser une CAN, nous aurons des moyens d'organiser une élection. Parce que voyez-vous le nombre de milliards qui vont dans l'organisation de la CAN, il n'en faut pas trop pour organiser les élections. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, l'année 2018, c'est une année déterminante pour la nation. C'est une année où le Cameroun doit s'inscrire dans un nouveau registre, et il est important que chaque Camerounais, comme nous le disons si bien, s'implique
s'engagent, s'inscrivent sur une liste électorale parce que cette année, il y aura forcément élection et les élections seront déterminantes pour la survie du pays. Il y a justement un débat sur cette élection, ces élections très attendues en 2018. D'un côté, une frange des hommes politiques estiment que quel que soit le niveau d'inscription sur la liste électorale, tant que le code électoral reste tel qu'il est, le président de la République a toutes les garanties, s'il venait à être candidat, à être réélu pour un nouveau mandat, et d'autres qui estiment que la priorité, c'est d'abord s'inscrire sur la liste électorale. Quelle est votre position à ce sujet? Écoutez, toute chose a un calendrier, toute formation politique, toute organisation a un calendrier et un programme. Et nous savons très bien que les inscriptions commencent en janvier et s'achèvent le 31 août. C'est généralement comme ça. Et ça, ce sont les inscriptions chaque année. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de janvier au 31 août? Il y a une période où il faut évidemment poser ses revendications. Nous le faisons. Nous ne disons pas qu'avec le code électoral actuel, tout est clair, tout sera joué. Non, nous ne le disons pas, mais nous disons, nous voulons une véritable masse critique. Chaque Camerounais doit pouvoir s'inscrire, chaque Camerounais doit pouvoir voter, chaque Camerounais doit pouvoir surveiller sa voix. Il est clair que le régime actuel ne favorisera jamais un parti de l'opposition. Il est clair qu'ils ne vont pas harmoniser le code électoral de telle sorte qu'un parti de l'opposition vienne gagner. Mais nous devons nous préparer, nous organiser à le gagner dans son propre jeu. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Je ne dis pas que le débat sur la réforme du code électoral est un faux débat. Il est important, mais nous parlons d'un problème de timing. Il faut savoir à quel moment le faire et à quel moment ne pas le faire. Parce que d'une façon ou d'une autre, lorsque nous remettons cela sur la table aujourd'hui, vous savez ce que nous faisons? Nous disons aux Camerounais qui sont là, ne vous inscrivez pas, ne votez pas parce que les autres ont déjà les résultats. Pourtant, nous savons qu'une véritable masse critique changera la donne au Cameroun. Justement, où est cette masse critique qui est constituée en grande partie au Cameroun des jeunes, 70% de la population active? Ils ont en majorité l'âge de voter, mais très peu se retrouvent dans les antennes communales de l'ECAM pour s'inscrire sur la liste électorale. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette faible mobilisation, ce faible engagement des jeunes à s'intéresser à la politique dans leur pays? Alors, il faut dire que c'est ce qui leur a été présenté comme étant la politique. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Les jeunes sont en train de s'investir. Les jeunes sont en train de s'inscrire. Les jeunes sont en train de s'engager. Les choses changent. Je vous le dis, encore il y a quelques années, lorsque je montais sur vos plateaux de télé et je participais à d'autres émissions radio et autres, des jeunes, vous n'en rencontrez, vous ne constatez. À ce moment-là, des jeunes ne montaient pas sur des plateaux de télé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons constater? Dans plusieurs formations politiques, vous rencontrez des jeunes qui sont là et qui sont très actifs, qui s'engagent dans la société civile. Vous avez des jeunes qui sont très actifs et qui s'engagent. Et aujourd'hui, je sors d'un programme d'encadrement des jeunes à la démocratie qui a été organisé par Un Monde à Venir. Là encore, vous rencontrez des jeunes qui sont en train de s'engager. Les choses sont en train de bouger. Est-ce que c'est suffisant pour amorcer la tendance démocratique en 2018? Disons que ce n'est pas suffisant, mais on part déjà de ce fait que les jeunes commencent à prendre conscience qu'il est important pour eux d'être présents pour que les choses changent. Et rassurez-vous, 2018 ne sera pas comme les autres années parce que les choses bougeront forcément. Merci Serge Espoir Matomba. Je précise que vous êtes le premier secrétaire général du PURS, le parti politique, également conseiller municipal dans le 4e arrondissement de Douala. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision pour suivre juste après ce journal Regard Social qui s'intéresse cette fois-ci au calvaire d'une famille où de nombreux enfants sont hermaphrodites. Regard Social présenté par Éric Fernand Kouamo. Merci de rester sur Equinox Télévision.